Nous sommes le jeudi 24 mars 2022 et vous écoutez le second épisode de la 4e saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Aujourd'hui, c'est le premier au coin du feu de la 4e saison du podcast. Nous avons le grand plaisir de recevoir le photographe, vidéaste et réalisateur Alexis Berg qui va nous parler de son parcours, de son univers et nous faire découvrir une incroyable et légendaire course à pied d'Ultra Trail qui se déroule tous les ans aux États-Unis et que moins de 1% des participants arrivent à terminer. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. C'est parti, deuxième épisode de cette 4e saison du podcast. Faut pas pousser les ISO, je suis toujours avec toi, mon ami Benjamin Favier, journaliste. Comment vas-tu, Benjamin, aujourd'hui ? Écoute, ça va bien, Arthur, ça va bien. Je me suis chauffé un peu, tu vois. T'es bien au courant ? Ouais, presque. J'ai revu un peu les photos, les docus d'Alexis ces derniers jours. J'ai ressorti les pompes. Bon, il y a du taf, hein. On n'y est pas encore à la barquée, là. Non, on n'y est pas encore. En tout cas, avant ça, on en a déjà parlé donc dans la première émission. Cette année, le podcast est partenaire du Venezia International Photo Festival qui se déroulera du 7 au 10 avril prochain sur l'île de San Servolo à Venise en Italie. On vous propose d'écouter le témoignage du photographe Éric Bouvet qui assurera lors de ce festival un workshop sur le photoreportage. On s'excuse de la qualité sonore de ce témoignage. Éric est actuellement en reportage en Ukraine, c'est donc assez difficile de le joindre. Déjà, ils ont de la chance, Venise, c'est top. C'est quand même plus sympa que dans notre banlieue parisienne, voilà. Donc, il y a des très beaux coins en banlieue, hein, bien sûr, hein, attention. Ça va consister en fait à du partage et d'entraide, parce que je soude les groupes. C'est toujours très intéressant justement, puisque quand je parle de choses, nous avons tous un œil différent, nous avons tous un cerveau différent, une manière de penser différente, et c'est ça qui fait notre richesse, c'est justement ce travail en groupe, c'est qu'on se sert des uns des autres pour avancer beaucoup plus vite que si l'on est tout seul. Et donc quand je fais une remarque sur quelqu'un, qui restera toujours dans le sens du positif, parce que ça sert à rien de descendre et d'être négatif, ça fait pas avancer les choses, et toujours trouver quelque chose de positif. Ça marche aussi pour les autres, parce qu'ils étaient à côté, donc ils ont vu autre chose, ou ils ont pas vu justement ce qu'il fallait voir, enfin bref, donc c'est la machine qui avance, c'est l'effet de groupe, c'est très très positif, c'est vraiment quelque chose qui marche très bien. Ça fait je crois 23 ans que je fais ça. J'en suis à je sais plus combien, presque 850 stagiaires maintenant, donc j'ai bien rodé la chose. Alors pour célébrer ce partenariat, nous vous offrons la possibilité de gagner 3 workshops pour l'édition 2022 du festival. Pour participer, c'est extrêmement simple, ça se passe toujours sur notre compte Instagram. Dans un premier temps, il faut suivre les comptes de Faut pas pousser les ISO et de Venezia Photo Festival, puis répondre en commentaire du post qui annonce le concours à la question suivante: sur quelle île en Italie se déroule le Venezia International Photo Festival? Je viens de le dire il y a à peu près quelques secondes. Un tirage au sort sera organisé pour désigner les 3 lauréats qui seront révélés dans la prochaine émission du podcast et seront invités à nous faire un retour d'expérience après leur workshop un peu plus tard dans la saison. Attention, il vous reste 48 heures, pas une de plus pour participer. Vous avez jusqu'au 25 mars minuit pour tenter votre chance et vous pouvez retrouver toutes les informations sur le concours sur notre site fautpaspousserlesiso.com. Bonne chance à tous. Maintenant que les informations d'ordre général du podcast sont passées, je vais bien entendu présenter notre invité, Alexis Berg. Alors Alexis, tu es photographe, réalisateur et auteur. Tu as commencé ta carrière comme journaliste pigiste dans le journal La Charente Libre, pour lequel tu couvrais les sujets liés au sport et plus particulièrement au rugby. C'est au cours d'un voyage au Moyen-Orient, en Syrie et en Jordanie, que la photographie devient pour toi une évidence et que naît ta passion pour la nature et les grands espaces. Tu as 25 ans, tu t'installes alors à Paris et tu te formes à la photographie en autodidacte.
Tu te professionnalises petit à petit en réalisant des petits jobs liés à la photo. Tu as d'ailleurs été l'assistant du photographe Bruno Barbet de Magnum, auprès de qui tu as beaucoup appris et qui t'a ouvert ses archives. C'est ton frère, Frédéric Berg, journaliste et grand coureur, qui te fait découvrir en 2013 l'univers de l'ultra-trail, la course en milieu naturel, une discipline à la croisée de tes passions que sont le sport, la nature et les grands espaces. Nous l'avons rencontré et il nous raconte cette anecdote. On l'écoute. Alors en fait, moi j'ai commencé à mon premier ultra, c'est la Diagonale des Fous en 2009. Et puis en 2013, je vivais au Québec à l'époque et je voulais y retourner pour la 3e fois. Et là, je me suis dit, je vais proposer à Alexis de venir avec moi. À l'époque, il faisait de la photo, il était plutôt spécialisé en photo de théâtre. Il commençait à faire un peu de reportage. L'idée pour nous, c'était de faire un petit film pour remercier les gens qui m'avaient aidé financièrement. Il a fait des photos, il a fait un film. Alors pour la petite histoire, ce film a connu un gros succès. C'est un film qui s'appelle Partie en diagonale, qu'on peut retrouver sur YouTube. Et il a fait des photos. Il a fait toute une série de photos avec cette anecdote incroyable que la première photo qu'il fait, c'est en fait tête de course dans la première montée. Et en fait, les 2 gars qu'il prend en photo, sans savoir qui ils sont, c'est Kylian Jornet et François Den qui sont ensemble en tête de la course. C'est la première photo qu'il a sur sa série. Et quand il de retour en France, donc il monte le film et puis il sort les photos. Et puis là, en fait, il se retrouve avec vraiment des photos qui l'interpellent parce qu'en fait, à la fois, il se retrouve confronté à l'effort dans sa durée, au décor invraisemblable de la Réunion. Et en fait, il propose ces photos à des premiers magazines. Et en fait, assez vite, des magazines allemands, français lui achètent des photos. Donc, c'est effectivement sa première fois. Et puis, ça a enclenché ensuite tout ce qui s'est passé et son désir assez vite qu'on réalise ensemble, qu'on documente un peu la discipline. Et en fait, 2 ans plus tard, on a sorti le bouquin Grand Trail. Grâce à ton œil et à tes images, tu te fais rapidement remarquer dans cet univers et photographies de nombreuses courses à travers le monde. Tu as trouvé ta spécialisation. Tu réalises en 2015 un premier ouvrage avec ton frère, Grand Trail, aux éditions La Plage. Puis en 2018, un documentaire à partir de tes photographies intitulé La Barclay sans pitié avec Aurélien Delfosse. S'ensuit récemment un second film documentaire et un livre, Les Finisseurs, édité par ta propre maison d'édition, Mons. Toujours sur cette course légendaire et toujours aux côtés d'Aurélien Delfosse, grand reporter et chef de service de l'équipe Explore. Tes photographies sont utilisées dans de nombreux et prestigieux magazines à travers le monde. Tu travailles aussi pour de très grandes marques liées à l'univers de l'outdoor et du sport. Tu es membre du collectif de photographes Hans Lucas et tu es représenté dans la galerie Jean-Denis Walter. Voilà pour ma petite présentation d'Alexis Berg. J'espère qu'elle aura été le plus exhaustive possible. En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci Arthur, merci Benjamin pour l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir d'être là ce matin pour raconter un peu une partie de mon parcours et en tout cas ce portrait était très précis. On a pu faire une émission à part entière. J'ai été aidé. C'est un beau portrait. J'ai été aidé pour le réaliser. Bon, en tout cas, évidemment, on va parler de tout ça au cours de cette émission. Et d'ailleurs, on va entendre également les témoignages de Aurélien Delfosse, qui, je le répète, est grand reporter et chef de service de l'équipe Explore, de Franck Seguin, qui était déjà venu à nos micros ici, qui est le chef du service photo de l'équipe, de Jean-Denis Walter, qui est galeriste, et de Bentoir, photographe avec qui tu as collaboré sur un projet d'ouvrage. Bon, voilà pour les présentations. On se lance dans l'émission. On attaque, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine, dans le Flash Actu, Sony dévoile son zoom 16-35 mm motorisé pour la vidéo. Laowa lance un nouveau 25 mm conçu pour les hybrides micro 4/3 et Canon ouvre la participation aux 2 bourses décernées à l'occasion du festival Visa pour l'image. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image.
Sony dévoile une nouvelle optique à destination des vidéastes en gamme G. Il s'agit d'un zoom orienté grand angle de 16-35 mm offrant une ouverture constante f4. Particularité de l'objectif, il est équipé d'une motorisation interne pour le zoom afin de réaliser simplement des changements de valeur de plan fluide en vidéo. L'objectif exploite 3 éléments asphériques et un verre ED. Le constructeur annonce une qualité d'image exceptionnelle à toutes les focales et une très bonne gestion des aberrations chromatiques. On retrouve un système autofocus et de zooming assuré par 6 moteurs linéaires et vidéo oblige, la mise au point et le système de zoom sont internes et ne modifient pas les dimensions de l'objectif. L'objectif mesure d'ailleurs près de 9 cm de long et pèse environ 350 grammes. Le nouveau Sony 16-35 mm f4 PZG sera disponible en mai 2022 et proposé au prix de 1 500 €. Toujours côté optique, la société Venus Optics annonce l'arrivée d'une nouvelle focale fixe ultra lumineuse à destination des boîtiers équipés de la monture micro 4 tiers. Il s'agit du Laowa 25 mm f0.95 MFT Apo en gamme Argus. Ce 25 mm qui équivaut donc à un 50 mm est composé de 14 éléments répartis en 8 groupes. Il intègre dans sa formule optique une lentille asphérique, un verre ED et 3 verres UHR et jouit d'une conception Apo pour limiter les aberrations chromatiques et est peu enclin au phénomène de focus breathing, l'une des bêtes noires d'ailleurs pour les vidéastes. L'objectif est entièrement manuel avec une construction métal. Il mesure environ 9 cm de long et pèse 570 grammes. Le Laowa Argus 25 mm f0.95 MFT Apo sera disponible courant avril et proposé au prix de 549 €. Et enfin, pour terminer, Canon, partenaire historique de Visa pour l'image, le Festival international du photojournalisme, qui se déroulera du 27 août au 11 septembre prochain à Perpignan, annonce l'ouverture aux participations pour ses 2 bourses annuelles, la bourse Canon de la femme photojournaliste et la bourse Canon vidéo. L'année dernière, c'est la photographe américaine Acacia Johnson qui a remporté la bourse de la femme photojournaliste pour son reportage sur les pilotes de brousse qui relient l'Alaska rural, et le réalisateur français Camille Migneran qui a remporté la bourse vidéo pour son projet de documentaire Les Invisibles sur les travailleurs illégaux en France. Ils ont tous deux remporté la somme de 8 000 € pour mener à bien leurs projets qui seront naturellement présentés lors de l'édition 2022 du festival. Toutes les informations relatives à ces 2 bourses et les modalités de participation sont à retrouver sur le site du festival www.visapourlimage.com. Voilà pour l'actu, on retourne de nouveau dans cette frénésie des lancements de nouveaux objectifs. Benjamin ? Ouais, toujours des optiques orientées vidéo, un peu comme les boîtiers. Bon, cette optique Sony, elle va être intéressante pour ceux qui font de la vidéo. Le système Power Zoom, ça permet de faire des effets assez créatifs. C'est vraiment utilisé, en prise de vue, bien sûr, mais alors c'est vraiment très spécifique. D'ailleurs, ils conseillent de l'utiliser avec certains boîtiers, notamment les FX3 ou le ZVE10, qui ont des petits leviers au niveau du déclencheur qui permettent d'actionner le zoom, comme on le ferait sur des bridges ou des compacts un peu à l'ancienne, cinéma, quoi. Et des caméras de cinéma. De cinéma, de télévision, je veux dire. C'est vraiment très particulier comme usage, donc quelqu'un qui cherche une optique grand angle, un 16-35 classique, ira pas forcément vers ce modèle-là qui a 3 bagues, qui est vraiment une ergonomie dédiée à la vidéo. Voilà. Bon, et bien sûr toujours les ultra grandes ouvertures avec la OA qui propose là ce petit 25 mm f0.95 positionné à un tarif raisonnable pour une fois comparé à ce qu'on peut voir passer dans cette émission et qui a l'air plutôt séduisant. Ouais, Laowa qui appartient à Venus Optics, qui est un fabricant chinois qui propose quand même des optiques très singulières à chaque fois qui sortent du lot. Il y a du bon, il y a du moins bon, faut les tester avant. On n'a pas pu mettre la main dessus, on va pas se prononcer sur la qualité de cette optique-là. Néanmoins, ils ont le mérite de proposer des choses vraiment originales à des tarifs, comme tu l'as dit, abordables. Donc voilà, ça mérite d'être évoqué, ce qu'on fait là. Alexis, le festival Visa pour l'image, j'entends bourse vidéo Canon pour un projet de documentaire. Tout ça me paraît très cohérent par rapport à ton travail. Ouais, malheureusement, j'ai jamais encore eu la chance d'aller à Visa. Ça fait partie des choses qui trottent un peu dans un coin de ma tête. Et c'est vrai que je cours pas trop les bourses, les choses comme ça. Malheureusement, sans doute, c'est... Peut-être que ça veut dire que t'es occupé ailleurs sur d'autres terrains aussi. C'est peut-être ça. Ouais, non, c'est vrai. Pour la petite anecdote, il y avait là la commande photographique, la fameuse là. Ouais. Et en fait, j'ai laissé passer la date butoir et j'ai pas envoyé mon dossier.
Ok, ça marche. Benjamin, est-ce que tu as repéré d'autres choses cette semaine ? Alors moi, il me tarde d'aller à Visa, d'y retourner. C'est un événement que j'aime beaucoup. En général, on voit vraiment de superbes expositions. Cette année, ça va résonner de manière particulière en plus, j'imagine. Oui, mais tu sais, un peu comme toutes les années finalement, parce qu'on se rend compte qu'il y a toujours des événements qui passent sous les écrans radars et qu'ils ont le mérite de mettre en lumière. Et il faut préciser que ce n'est pas que de la photo de guerre pour les âmes sensibles qui craignent un petit peu ce genre de choc visuel. Ça, il y a Bayeux. Mais il y a Bayeux qui fait ça aussi. Mais à Visa, on peut voir de tout. Il y a de plus en plus de sujets sur le climat aussi. L'an dernier, il y a eu des formidables rétrospectives sur l'œuvre de Vincent Munier, d'Éric Bouvet. Bon, c'est un événement qui est formidable. Il faut y aller. Et c'est très accessible, hein, même en train. Voilà. Et oui, j'aimerais qu'on parle de la couverture à venir du Time Magazine. Oui. C'est l'artiste JR qui vient de se rendre à Lviv en Ukraine, donc ville qui est à l'ouest de l'Ukraine, à peu près à 70 km de la frontière polonaise, d'où partent beaucoup de migrants. En fait, il était contacté par des artistes ukrainiens qui l'ont interpellé sur les réseaux sociaux, qui lui ont demandé « Bon, JR, qu'est-ce que tu pourrais faire pour l'Ukraine ?» Voilà, en tant qu'artiste, il a pris sa voiture. Auparavant, il a imprimé sur une bâche de 45 mètres un portrait d'une jeune fille de 5 ans, Valeria, qui a été pris par un photographe ukrainien. Et il est allé, avec ses équipes et des gens sur place, déployer cette bâche au pied de l'Opéra national de Lviv. Ce qui a donné un cliché vu du ciel assez saisissant, qui sera donc pris par drone. Ouais. Voilà, en une du Time Magazine le 28 mars. Ouais, non, là, franchement, allez voir le compte Insta de JR si vous voulez un peu découvrir la face cachée de la réalisation de cette image qui est très exceptionnelle, comme souvent ce que fait JR. Il a même fait une espèce de procession après avec la photo dans la rue. Enfin, c'est très touchant, c'est remarquable. Enfin voilà, c'est JR. Il y a rien à dire et ça fait la une du Times Magazine. Exactement. Voilà, et il y aura peut-être aussi des ventes sous forme de NFT de la plupart de ses œuvres pour des actions caritatives. Donc là encore, chapeau. On peut se demander parfois, est-ce que l'art va servir à quelque chose dans ce monde ? Il pose d'ailleurs la question, mais en tout cas, il fait pas de mal. Il se bouge. Voilà. Ça marche. Bon, bah voilà pour le Flash Actu. On va passer à ta story hebdomadaire, Benjamin. Alors, cette semaine, tu nous parles d'un one-man show autour de la photographie de voyage. La story vous est présentée par le laboratoire Whitewall. C'est une soirée diapo pas comme les autres, à laquelle nous convie Loïc Bartolini. Tous les lundis soirs, au théâtre Métropole, en plein cœur de Paris, le photographe suisse nous embarque dans un tour du monde original, grâce à des photos qu'il a prises aux quatre coins de la planète, et surtout, sous la forme d'un one-man show. Ce que j'aime, c'est avoir ce regard déjà de créer un objet qui est unique, c'est-à-dire que c'est une soirée diapo. Alors, une soirée diapo, c'est pas unique en soi, mais un one-man qui va être mêlé avec une soirée diapo où je vais vous faire revivre des moments du voyage, où je vais vous montrer un peu tous ces clichés magnifiques, mais je vais parler aussi de l'envers du décor de la photo. Pour moi, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est très important, c'est de dire juste, voilà, avec la photo, c'est vrai que Instagram, Facebook, on est en train de vendre des images, les meilleures images de nous-mêmes. Et moi, j'aimerais qu'on revienne à une image belle, certes, mais une image qui est beaucoup plus réaliste. Et j'essaye de faire ça avec beaucoup de philosophie et d'humour. Comédien et scénariste, ce trentenaire touche-à-tout s'est emparé de l'outil photographique pour légitimer ses voyages. Après quelques vaines tentatives d'exposition, il décide d'écrire un spectacle autour de ses tribulations sous toutes les latitudes. Quand tu es comédien et que tu pars en voyage, très souvent, tu as l'impression que si tu pars trop longtemps, les gens vont se dire « Ah oui, ça va, lui, c'est devenu un voyagiste, on va plus l'appeler pour des tafs. » Donc, j'avais peur de rater quelque chose, de rater l'opportunité, le rôle de ma vie. Et puis, je me suis dit « Il faut que je fasse quelque chose d'utile de mes voyages. » Bah tiens, la photo, ça m'intéresse vachement. Je vais partir avec un appareil photo, comme ça, je ramène quelque chose et je pourrais en faire quelque chose. J'en ai rien fait au début. Après, j'ai fait des expos dans des salons de massage shiatsu. Ensuite, j'ai fait des expos dans des bars, mais je trouve que ton travail, il est jamais mis vraiment en avant et correctement exposé dans ce genre de lieu. Puis toutes les galeries, j'avais pas du tout le réseau. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, je sais écrire des histoires, je sais raconter des histoires, je vais raconter toutes les histoires qui sont derrière les photos et monter le spectacle comme ça. Photographe en liberté a été joué pour la première fois en janvier 2019, avant que l'éruption de la crise sanitaire le mette entre parenthèses, quelques semaines plus tard. Depuis le mois de septembre, Loïc Bartolini savoure son retour sur scène et il assume de faire l'impasse
sur la pandémie dans le spectacle. Le propos est intemporel parce que ça parle quand même un peu d'écologie, ça parle de manière de voyager, ça fait rêver les gens. Après, je me suis vraiment posé la question de dire, OK, on est dans le monde d'après, là, le monde d'après Covid, ce qu'on a traversé. Est-ce qu'il faut que je l'intègre? Et finalement, je me suis dit non. En fait, je crois que j'ai plutôt envie de garder cette image où on se préserve de ça. On y a suffisamment parlé. Il y a suffisamment de personnes qui en parlent encore pour que moi, je puisse permettre plutôt cette bulle onirique et de voyage au milieu de tout ce merdier. Le court extrait que l'on va entendre donne une idée du ton et surtout de l'énergie déployée par le comédien photographe pendant plus d'1 heure sur scène, avec beaucoup de dérision. Le Sri Lanka, ça a été franchement un des voyages que j'ai le plus conseillé à mes amis, à mes proches, tellement je l'ai adoré. C'est un pays aux 1000 couleurs, aux 1000 saveurs, surtout pimentées. Et si une fois vous avez l'occasion d'aller là-bas, mais vraiment, déplacez-vous en bus. Jamais je me suis senti aussi vivant. Comment vous dire? Est-ce que vous avez vu le film Speed? Tu roules à 80 km/h sur une route de montagne. Marie, tu sais ce que ça fait, 80 km/h? Premier virage, tu te prends un poulet sur la tête. Mon Dieu. Deuxième virage, tu te prends une vieille dame sur la tête. Troisième virage, non, attention, tu croises un autre bus. Non! Mes chers parents, je pars. Je vous aime et je... Ouh la vache! C'est pas passé loin! Mon Dieu! Je crois que ça s'arrête! Je veux vivre! Je veux vivre! Et une fois que t'arrives, bon, t'as la gerbe. Potentiellement, tu t'es chié dessus. Mais tu te sens en vie comme jamais. Mais oui, mais pourquoi? Hein? Parce que t'es sorti de ta zone de confort. Très cool tout ça. Où est-ce qu'on peut le voir ce spectacle, Benjamin? Alors ce spectacle, on peut le voir à Paris tous les lundis soirs à 20h au Métropole, en plein cœur de Paris, donc dans le 9e arrondissement, jusqu'à la fin du mois de mai. Puis il va tourner en France aussi à Avignon au mois de juillet pendant le festival. Mmh. Il sera aussi au mois d'avril à Brive, à Aix-en-Provence. Vous pouvez retrouver toutes les dates sur les différents réseaux sociaux. Je conseille d'aller voir, c'est original, franchement c'est osé, c'est culotté, un photographe qui parle de voyage comme ça, qui arrive à en faire rire, c'est hyper visuel, donc c'est dur de s'en rendre compte comme ça uniquement par le son, mais ça mérite vraiment le déplacement. Il déploie une énergie folle, il arrive à faire plein de choses autour du mime, autour de la photographie aussi. Il se moque pas mal de nous, hein, les geeks que nous sommes, avec tous les réglages et compagnie. Gilet à poche? Même pas, mais ou l'impossibilité tout simplement, ou l'absurdité de voyager avec un ou une photographe, voilà, ça j'en dis pas plus, mais les gens qui l'ont fait savent très bien de quoi je parle. Donc on va faire un épisode là-dessus, Benjamin, je pense. Ah, ça mérite. Tu seras l'invité. Et en tout cas, ça veut dire qu'on reparle un peu ça reparle un peu de voyage, de photos. Bon, moi ça me fait plaisir. Il a délibérément choisi de pas évoquer la Covid. Il explique pourquoi et ça fonctionne très bien, effectivement, le propos est intemporel. Donc ça vaut le coup. Toi, qui amené beaucoup voyager aussi, Alexis, est-ce que t'as pâti justement de la Covid ces derniers mois ou comment tu vis ça dans ton travail? Non, je dirais pas que j'en ai pâti. Je pense que j'étais loin d'être parmi ceux qui ont le plus eu à se plaindre, etc. Ma situation a fait que je suis resté en France, comme un peu tout le monde. J'ai eu en plus la chance de pas rester à Paris. Et puis c'est arrivé à un moment donné particulier où j'avais un gros projet de livre à écrire, et donc j'ai passé 6 mois à faire ça. Et c'est sûr que c'était une sorte d'interruption dans le fil habituel des voyages, ce qui en fait rencontrait aussi une envie personnelle de ralentir un petit peu. C'est vrai que quand on enchaîne beaucoup de voyages à l'étranger pour faire des photos, des reportages, etc., arrive un moment donné où, peut-être pas de la lassitude, mais on apprécie aussi de pouvoir prendre le temps de pas être sans arrêt dans les bagages. Et donc non, j'ai plutôt pris ça comme une respiration assez agréable.
en tout cas, là, quand je dis agréable, c'est voilà juste prendre du recul, quoi. Le fait de pas avoir à voyager. Après, c'était aussi un moment plein d'inquiétudes pour tout le monde, pour des proches, voilà, pour les gens. Donc, je suis bien sûr aussi très sensible à ce que cette crise, elle a été pour plein de gens. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été moins de voyages et en fait aussi des choses personnelles assez riches. En tout cas, ça fait plaisir. Moi, je trouve un peu de légèreté, un peu d'humour autour de la photographie, qui est quand même souvent très très sérieuse par ceux qui la regardent et ceux qui la font. Donc c'est chouette. Merci Benjamin pour cette chouette découverte. On va aller voir le spectacle évidemment avec beaucoup de plaisir. Je vous propose maintenant qu'on fasse une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer notre grande discussion au coin du feu avec Alexis Berg. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. EOS R5, les nouvelles normes de la créativité. À l'instar de nombreux photographes et vidéastes du monde entier, explorez le potentiel créatif d'un boîtier qui mêle avec brio photo et vidéo, le Canon EOS R5. Cadence à 20 images secondes, ultra haute définition de 45 mégapixels, vidéo RAW 8K, stabilisation 5 axes, 5940 points d'autofocus et suivi intelligent du sujet. Ces performances exceptionnelles, associées à des technologies parmi les plus innovantes du marché, le placent comme l'outil ultime des créateurs d'images. Du grand angle au super téléobjectif, l'EOS R5, associé aux 26 objectifs de la gamme RF, est un véritable révélateur de talent. Plus d'infos sur canon.fr/caméra/EOS-R5. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Alexis Berg pour une grande discussion au coin du feu. Alors Alexis, tu t'es fait une spécialité de l'univers de l'outdoor et plus précisément de celui de ce sport qu'est l'ultra trail. Tu photographies les plus grands événements mondiaux de cette discipline. Tu as découvert en 2017 cette course légendaire, la Barkley, qui se déroule tous les ans dans le parc de Frozen Head aux États-Unis et qui a été fondée par le charismatique Lazarus Lake que l'on a entendu en ouverture de cette émission. Cette course, loin des compétitions officielles, ne ressemble à aucune autre et a été inspirée par la fuite d'un prisonnier de la prison de Brushy Mountain qui se trouve sur le parcours. Elle est conçue de telle sorte que seul 1% des participants réussissent à la terminer. Alors avant que tu nous parles en détail de cette course et des projets que tu as menés dessus, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre très grand photographe qui est déjà venu à ces micros, c'est Franck Seguin, le chef du service photo de l'équipe. On l'écoute. Ce que je pourrais dire d'Alexis Berg, c'est que la mode a ses photographes, la guerre a ses photographes. Certains photographes sont des portraitistes, d'autres font des photos de cuisine, du magazine. Eh bien, Alexis pourrait faire tout cela, mais son domaine, c'est le sport. Et au-delà du sport, sa spécialité, c'est l'ultra-trail. C'est même Monsieur Ultra-Trail. Je pense que rien ne lui échappe et tout ce qu'il fait est esthétique et journalistique en même temps. Il rend compte, mais de la plus belle des manières. Je me demande souvent comment il fait. C'est l'ultra-trailer des photographes, je pense. Je crois qu'il a atteint son Graal avec son travail sur la Barkley, une course à pied ultime qui a lieu au fin fond des États-Unis, dans le Tennessee, je crois. Elle a lieu au cours de cette période. On peut retrouver la quintessence de ce travail dans son livre « Les finisseurs » qui est paru cette dernière année avec son docu, réalisé avec son complice Aurélien Delfos. Autre talentueux personnage, mais dans la rédaction cette fois. L'autre caractéristique d'Alexis, c'est qu'il aime autant les photos des autres que les siennes. Et ça, pour moi, c'est toujours le signe d'un très grand photographe. Il est au service de l'image et non point à son service. Quintessence, Graal, l'ultra-trailer des photographes, ça, tu veux un mouchoir ? Non, ça me touche beaucoup, surtout que il est très modeste, comme tous les grands photographes, Franck Seguin. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, notamment
son travail sur l'apnée qui est un travail, alors c'est le cas de le dire, des profondeurs, quelque chose qui suit comme ça depuis de nombreuses années, et je me retrouve beaucoup dans son approche à la fois esthétique mais aussi documentaire. C'est un photographe qui arrive à concilier les deux et à prolonger son regard comme ça et à toujours trouver une nouvelle, un peu comme pour moi, une nouvelle montagne derrière le sommet gravi. Donc, j'aime beaucoup Franck et merci à lui pour ces mots très, très gentils. Et on reparlera prochainement avec Franck de ses projets divers et variés, sous l'eau, notamment avec Guillaume Néry. On l'avait déjà un petit peu effleuré avec lui quand il était venu à ce micro, mais on le réentendra très prochainement. C'est un ami du podcast, Franck. Alors Alexis, peut-être pour commencer, donc comme tu dois le savoir, les auditeurs de Faut pas pousser les ISO sont tous de très grands sportifs, mais ne sont pas forcément très coutumiers de ce qu'est l'ultra trail. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce sport de malade ? En fait, l'ultra trail c'est assez simple, c'est courir, c'est la course à pied. Mais c'est pas courir sur le bitume en ville, c'est pas un marathon de Paris, c'est un marathon autour du Mont Blanc, c'est un marathon dans une forêt, c'est donc courir en milieu naturel, courir sur des chemins. Et donc ça, c'est le trail et ultra trail. Le ultra est juste une notion de distance, c'est-à-dire c'est au-delà d'un marathon. Donc plus de 42 km du coup. Voilà. Alors après, c'est vrai que les formats un peu classiques et de base de l'ultra trail, ça va être les 100 km, les 100 miles aussi. Ouais. Donc ça, voilà, c'est les distances. De jour, de nuit. Voilà. Et donc l'ultra trail, c'est la course à pied, c'est tout simple. Il n'y a pas de règles bien différentes. Il y a du matériel un peu différent parce qu'on passe des fois une nuit en montagne et donc voilà, on emmène un peu de quoi pouvoir se protéger des éléments. Mais sinon, une lampe frontale, par exemple. Mais c'est donc voilà la course à pied. Extrême, pas toujours forcément très extrême, c'est-à-dire que voilà, il y a des ultra trails qui peuvent se passer en région parisienne, c'est tout à fait possible, et puis il y en a en haute montagne aussi, ce qui est le plus souvent le cas. Alors là, tu reviens, il y a quelques jours de l'édition 2022 de la Barclay. Est-ce qu'il y a eu des finisseurs cette année ? Non. Alors voilà, on a fait le livre. Fin d'émission. Allez. Non, il y a pas eu de finisseur cette année. Depuis 2017, il n'y a pas de finisseur. C'est un peu ce qui caractérise la Barclay, c'est-à-dire c'est une course qui existe depuis 1986. Chaque année, il y a une quarantaine de concurrents triés sur le volet qui tentent leur chance et depuis 86, il y a que 15 personnes qui ont réussi à terminer cette course, et ça qui, voilà, on fait un peu, qui la caractérise. C'est comme ça qu'on la connaît. C'est la course que personne n'arrive à terminer. Et pourquoi sur un millier de participants à peu près. Hein. Pourquoi on peut pas la terminer cette course en fait ? Pourquoi ? Parce que déjà, donc on parle de l'équivalent de 5 marathons. C'est 5 boucles qui font à peu près la distance d'un marathon dans un terrain extrêmement difficile à appréhender, des pentes vraiment terribles qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Au fond de l'hiver, on est en mars dans un moment où il fait toujours pas très beau, il y a de la brume, il y a de la pluie, il fait très froid la nuit, et c'est une course qui se passe off-trail, donc il faut arriver à faire son chemin dans des champs de ronces, il faut éviter des obstacles naturels qui sont vraiment, voilà, c'est tout sauf une petite randonnée sur un chemin tracé, et ça ralentit énormément la progression des concurrents, et donc ils sont très lents par rapport en comparaison avec une autre course, par rapport à un autre ultra trail, ils vont 3 fois plus lentement. Pourtant, il y a un temps limité quand même. Et donc il y a cette espèce de menace permanente du temps, même si c'est très lent, très long. Il y a 60 heures, et pour les concurrents de la Barclay, c'est que 60 heures. Et en fait, c'est par rapport au défi, par rapport à la difficulté de cette course, arriver à finir en 60 heures, c'est presque impossible. Et c'est rendu possible que par quelques athlètes. Surhomme.
Et pourtant, ce qui les a... Oui, mais leur profil, c'est intéressant quand même, parce qu'on peut se dire, ils sont complètement fous, ils sont complètement tarés. Et ce qui ressort un petit peu de tes productions, et ça on y reviendra plus tard sur les supports au travers desquels tu montres tout ça, mais c'est que ce qui les attire dans cet événement, c'est la forte probabilité de l'échec en fait. Ouais. Ce qui est intéressant avec la Barclay, c'est que c'est vraiment une anomalie. On met la Barclay dans l'Ultra Trail. En fait, la Barclay, c'est quelque chose de tellement particulier que c'est très difficile de pouvoir comparer cette course avec d'autres choses, avec d'autres événements sportifs. C'est d'ailleurs à la frontière. Est-ce que c'est vraiment un événement sportif? C'est quelque chose de une histoire orale qui se partage avec seulement quelques invités chaque année dans ce parc du Tennessee, Frozen Head, qui est entouré de prisons. C'est un endroit qui vraiment a rien qui ressemble pas du tout à ce qu'on peut avoir l'habitude de se représenter d'un événement sportif. Et cette anomalie sur les concurrents, ce qui nous a toujours intéressé, donc je dis nous avec Aurélien, mais moi comme photographe, c'est que on n'a pas affaire à des athlètes de haut niveau a priori. Cette course qui est réputée comme étant la plus dure du monde, on se rend compte que ceux qui arrivent à aller loin, c'est pas par leur qualité athlétique qu'ils y parviennent, c'est par d'autres qualités. Alors ces autres qualités, quelles sont-elles? C'est ça la question, et c'est ça qui est intéressant. C'est souvent des qualités. Alors évidemment, il y a une part comme ça de dureté psychologique, d'obsession, et aussi une forme d'intelligence particulière à ce défi-là. Et ça, c'est quand même hyper intéressant de se dire que cette course, qui serait la plus dure du monde, finalement, le secret, il est pas athlétique. Ça rend aussi. Voilà. Il est pas nutritif non plus, hein. Quand on voit ça dans les films. Quand on voit ce qu'il mange c'est absolument inimaginable. C'est vrai. Cette année, j'étais là en train de voir une très très forte concurrente qui se préparait. Et elle avait un sac de friandises qui ressemble à ce qu'on trouve à Noël dans les sacs surprises avec tout ce qu'il y a de plus sucré. En fait, c'est vrai que c'est pas du tout l'école de diététique qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, souvent les ultra-trailers sont un peu caricaturés. Vous, les mangeurs de graines, ou je sais pas comment on peut caricaturer ça. En fait, non. Souvent, on se rend compte que là, voilà, les gens ils mangent des sucreries, des pizzas, et ils sont très contents. Et cette année, celui qui est allé le plus loin, quelques secondes après avoir renoncé, la première chose qu'il a demandé, c'était une bière. Moi, j'ai un souvenir comme ça. Mon oncle est un grand marathonien amateur, et j'avais souvenir quand il venait faire le marathon de Paris, il dormait chez nous et il se réveillait. Il mettait un réveil, je crois, à 4h ou 6h du matin pour se taper un plat de pâtes, pour que les sucres lents soient efficaces au moment opportun pendant la course. Donc du coup, c'est des conditions extrêmement difficiles pour les participants, mais j'imagine aussi pour toi en tant que photographe sur place. Voilà, t'es avec eux, t'es dans les ronces, t'es dans la boue, t'es dans le froid. Comment tu gères tout ça? Alors c'est une des autres particularités de la Barclay, c'est une course qui se raconte. Les concurrents, ils partent dans l'inconnu. On ne sait pas trop où ils sont, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone portable, ils reviennent ou ils reviennent pas, on les attend, on scrute un peu le bout du chemin. Quand tu dis qu'ils reviennent pas, il n'y a pas de mort quand même. Non, il n'y a jamais eu d'accident. Ils s'égarent, mais... Voilà. Mais parfois, il peut arriver longtemps. Cette année, il y a quand même un des concurrents qui a été ramené par le shérif du coin. Il était en train de parler à des poubelles dans la ville voisine, pris d'hallucination. C'est plutôt ce genre d'histoire, et c'est ça aussi. La Barclay, c'est quelque chose qu'on imagine. Ça se passe beaucoup dans le récit, dans l'imaginaire, et donc pour un photographe, c'est à la fois ça peut être très frustrant. Il y a des photographes qui viennent à la Barclay, ils comprennent pas, parce que l'organisateur, il est parmi ces nombreuses facéties, l'une d'entre elles, c'est d'expliquer aux gens qui viennent, les médias, les photographes, leur dire, en fait, vous n'avez pas le droit d'aller sur le parcours pour faire des images. Ah si, en fait, il y a le plus haut sommet, là, vous avez le droit d'y aller, vous avez environ une 50aine de mètres, vous pouvez faire vos images, et puis sinon, non, ici au camp,
C'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée, là, vous pouvez faire des images. Ok, ouais. Donc, il n'y a pas de camions comme au Tour de France qui suivent les coureurs. Il n'y a rien du tout. Et puis, il est interdit d'aller sur le parcours pour faire des images. C'est-à-dire que l'expérience des concurrents doit rester intacte. Et donc, ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc, on n'est pas là à faire des images. Moi, avec le temps, j'ai appris à essayer de retourner cette contrainte. Et j'adore faire des photos à la Barclay. Mais aussi parce que voilà, j'aime beaucoup cette partie imaginaire que la course implique, et qui fait que on n'est pas sur un événement sur lequel on peut avoir une espèce de prise comme d'habitude, et ça nous amène à changer de regard et à essayer de raconter la chose différemment. Je pense que c'est un exercice photographique vraiment intéressant. Mais ça veut dire que tu t'astreins aussi à ne pas dormir parfois, ou à embrasser le même rythme que les coureurs? Comment tu fonctionnes sur place? Oui, c'est vrai que j'ai appris, depuis que je photographie les ultra-trails, à avoir une gestion de mon sommeil un peu différente que dans mes jeunes années où je me couchais tard et où je me réveillais bien tard aussi. Et aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de, des fois, pas dormir pendant 2 nuits ou grappiller des bouts de sommeil à l'arrière du van là, dans lequel on était. C'est comme ça fait partie aussi du charme de ce genre d'événement. Moi, je peux pas vraiment courir en fait sur une course pour une raison simple, c'est que j'ai un sac avec 2 boîtiers, 6 objectifs, ça fait une 12aine de kilos. On court pas dans ces conditions-là, en descente peut-être un tout petit peu, mais oui, c'est des très longues journées, nuits, mais c'est aussi ça qui fait partie de l'aventure de ce genre d'événement. Alors, quand on regarde un peu les images que tu as fait depuis plusieurs années sur cette course, il y a vraiment une esthétique particulière qui s'en dégage. Tu as fait le choix du noir et blanc très contrasté, tu as fait le choix d'une ambiance un peu mystérieuse. Tout ça, c'est des partis pris de ta part ou en fait, c'est assez réaliste de l'ambiance qu'on peut trouver là-bas. Je dirais que pour moi, c'est une transcription du mystère du lieu. J'ai pas vocation à vouloir le transformer. C'est comme ça que moi je vois ce parc. C'est comme ça que je vois cet événement. Après, moi mes images, et c'est vrai pour la Barclay en particulier, elles sont issues sans doute je vais dire du cinéma, c'est-à-dire que c'est sans doute par là que mon œil il s'est le plus formé, et c'est sans doute les images du cinéma qui le plus fondent dans mon imaginaire ma manière de faire des photos. Et donc la Barclay pour moi c'est un endroit très riche à ce niveau-là, parce que c'est les États-Unis, et les États-Unis pour beaucoup de nos esprits de ma génération, le cinéma nous a abreuvé d'images des États-Unis, et donc en fait il y a plein de petits fragments des États-Unis dans ces photos-là, et je sais que je m'y attache, et plus généralement le cinéma c'est ce qui vient toujours un petit peu construire mes esthétiques. J'ai fini par devoir me résoudre à l'admettre. T'as des œuvres références un petit peu en tête ou qui t'ont influencé? En fait, j'ai fini par le réaliser assez récemment, que dans la photographie et notamment dans l'ultra trail, c'est une sorte de peut-être un retour un peu en enfance pour moi, c'est-à-dire que ce que je viens chercher dans mon inconscient, etc., c'est, je pense, la littérature fantastique, le cinéma de science-fiction, le cinéma fantastique, c'est en fait ces montagnes, ces paysages de forêt, ces déserts, etc. C'est ce que j'adore photographier aujourd'hui. Et au fond, c'est ce qui a beaucoup peuplé mon adolescence, avec des films, mais vraiment des grands classiques. Les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, récemment, le dernier Dune. Pour moi, c'est des références esthétiques, et qui, je sais, qui sont immédiatement aux alentours de mon regard quand je fais des photos d'ultra trail. Je sais pas trop pourquoi je fais ce lien là, mais c'est ça qui, je pense,
Enfin voilà, c'est le lien que je fais si je dois expliquer d'où viennent un peu ces ambiances. En tout cas, moi, ça me faisait penser à Deadman un petit peu ou des choses comme ça. Bon, bref, il y a un côté imaginaire qui est très fort et ça pourrait être n'importe quelle forêt finalement. Hein. On sait pas du tout qu'on est aux États-Unis. Quand on voit les photos, on se dit, tiens, on peut être dans le Jura, quelque part. C'est étonnant, en fait. Ouais, c'est sûr qu'il y a un pouvoir d'abstraction dans les forêts, dans ces paysages-là, qui est, que j'adore, en fait, qui est ce que je recherche aussi en montagne et dans tous ces types de lieux. C'est être dans ces mondes imaginaires un peu et c'est pour ça que je fais cette référence là avec des films fantastiques. C'est que moi je pense que quand je suis en train de photographier ces courses là, dans mon esprit je suis dans un film fantastique. Alors Alexis, donc tes photographies sont utilisées dans la presse évidemment, dans des publicités, tu réalises des beaux livres, des documentaires, des films même. Tu es donc ce qu'on pourrait dire un auteur, artiste, artisan, photographe et réalisateur complet. À ce titre, ton travail est donc naturellement représenté en galerie et régulièrement exposé. Nous avons rencontré Jean-Denis Walter, ex-directeur photo et rédacteur en chef de l'équipe qui dirige la galerie qui porte son nom, Jean-Denis Walter. Il nous donne sa vision de la photographie de sport comme photographie d'art. On l'écoute. En fait, c'était au départ, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'équipe. Hein. J'étais directeur de la photographie, puis rédacteur en chef du magazine, donc le supplément du samedi, donc qui est assez photographique. J'ai toujours été très impliqué dans la production photographique parce que c'est mon histoire et c'est ma culture. Et en fait, c'est pendant ma carrière que je sentais de temps en temps, je voyais passer des choses, c'est pas tous les jours, hein, clairement, mais des photographies où je me disais qu'il y avait vraiment un potentiel. C'est-à-dire que c'est pas juste deux mecs qui se disputent un ballon, c'est que ça vous emmenait beaucoup plus loin que ça. Et comme j'étais déjà habitué des galeries, des foires de photos, ça me passionne depuis toujours, je me suis dit que le sport, qui était considéré comme peu noble, à une époque, c'était un thème extraordinaire et qu'il y avait certaines photographies qui étaient tout à fait, qui avaient le potentiel, je dirais, pour passer des pages d'un magazine ou au mur d'une galerie. Donc c'est né comme ça pendant ma carrière à l'équipe. Et la perception des gens, en fait, ça a été un truc. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'univers de la galerie, qui ont même commencé à construire des collections et qui n'étaient pas du tout des collectionneurs de photographie au départ, mais qui, par ce thème qui les inspirait, qui les enthousiasmait, les passionnait, tout d'un coup, ils se sont dit acquérir une œuvre originale sur un thème qui m'est cher, c'est la bonne idée. Et donc, en fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence avec une œuvre photographique traditionnelle, c'est juste le thème qui change, mais il est tellement riche, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses, différentes cordes, en fait, qui peuvent vibrer, notamment celle de la nostalgie, aussi pour les photos un peu historiques, que en fait, c'est plutôt bien perçu, heureusement pour moi d'ailleurs. Puis mon histoire avec Alexis, elle a démarré donc en 2015, je dirais que ça doit être, on travaille ensemble depuis 2015, et puis depuis, je le représente, il n'avait pas d'expérience en galerie avant, je suis même pas sûr qu'il avait pensé que son travail pouvait y accéder, mais non seulement je l'ai encouragé, mais ça se passe plutôt bien pour Alexis, je dirais. Alors Alexis, est-ce que tu penses qu'il y a encore finalement beaucoup de travail à faire pour faire accepter justement la photographie de sport comme œuvre d'art ? Je dirais que la photographie de sport, elle a cette particularité d'être énormément publiée en magazine. Voilà, il y a beaucoup de médias de sport. Il y a beaucoup plus d'espace pour la photo de sport que des fois pour le photojournalisme. Enfin, évidemment, il y a aussi plein de magazines pour ça, mais c'est vrai que la photo de sport, c'est une photo d'actualité. On couvre un événement. Moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple, de faire de la photo dans un stade. Mais voilà, quand on fait des photos d'un match de foot, on a son ordinateur à portée et en fait, à la mi-temps, on est déjà en train d'envoyer des photos. C'est quelque chose dans l'immédiat de dans les premières minutes du match, ouais, on est sur l'immédiateté la plus totale. Là, voilà, c'est un monde voilà qui est dans le flux et dans l'urgence un peu de l'actualité. Et je pense que depuis toujours, les grands photographes de sport
sport qui, par leur métier, sont dans cette urgence-là, ont aussi développé à côté un autre type de temporalité. Franck Seguin, je pense, il est vraiment là-dedans, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, par son métier, doit faire des photos dans l'urgence du quotidien qui va paraître, voilà. Mais à côté de ça, ces photographes-là, qui ont vraiment un regard et une vraie une esthétique et une recherche, etc. Ils ont développé un travail de reportage. Ils ont essayé de construire comme ça des séries à long terme. Et donc ça a fait. Et donc la galerie de Jean Denis. C'est ça qu'elle montre finalement. Elle montre évidemment des photos d'actualité, des choses historiques, mais elle montre aussi souvent des photographes qui, à côté de leur travail quotidien, ont poussé un peu plus loin, voilà, ces portes-là peut-être un peu hermétiques de le monde de l'art, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc on se retrouve avec des choses vraiment très très belles et il faut aller voir la galerie de Jean Denis. Il y a des regards très différents sur plein de sports variés. Moi, je suis très honoré d'avoir été ajouté dans ce catalogue à côté de photographes vraiment que j'admire et c'est une chance. Est-ce que tu sais un peu qui sont les acheteurs de photographies de sport ? Je dirais que c'est des passionnés de sport. C'est peut-être un public assez différent de l'achat de photos d'art, peut-être du photojournalisme. Évidemment, c'est sans doute différent. Le sport, je pense, pour plein de gens, c'est quelque chose d'un peu nostalgique. C'est souvent quelque chose qui nous renvoie à notre enfance, adolescence, à nos émotions face au sport qu'on a pu pratiquer ou aux événements qu'on a pu voir. Donc, je pense qu'il y a, et dans la galerie de Jean Denis, il y a des photos actuelles. Moi, il y a encore, des fois, il y a des choses que je lui propose, que je viens de faire il y a quelques semaines plus tôt. Mais sinon, il y a beaucoup de photographes qui proposent des œuvres historiques qui, sans doute, vont toucher des gens, qui ont des souvenirs, d'avoir assisté, par exemple, à Paris-Roubaix, être allé à Roland-Garros quand ils étaient jeunes, être allé dans un stade, dans des moments historiques. Et donc, c'est ce public-là, je pense, une sorte de nostalgie. Alors on le voit à chaque fois qu'on parle de photos de sport dans ce podcast, dans Faut pas pousser les ISO, d'une manière ou d'une autre, il y a l'équipe qui revient. C'est flagrant. Il y a un monopole. C'est flagrant. C'est flagrant c'est... quand on a préparé l'émission avec toi. Je veux dire, tous les intervenants et toi y compris sont liés d'une manière ou d'une autre à l'équipe. Selon toi, c'est quoi la place que joue ce magazine dans la photographie de sport en France ? C'est sûr que, et d'ailleurs, quand on voyage, on se rend compte qu'il est extrêmement rare de voir un média national spécialisé sur le sport comparable à l'équipe. Il y a très très peu de médias dans le monde qui, l'équipe c'est un peu particulier aussi parce que il y a aussi une télé, c'est aussi un organisateur d'événements, le Tour de France notamment. Je pense que l'équipe et l'équipe magazine en particulier a toujours accompagné le regard photographique sur le sport. L'équipe magazine, il y a des grands reportages dedans, mais il y a une place à la photographie qui peut-être est pareil dans le monde de la photo de sport, une sorte de petit miracle encore existant dans lequel on peut voir des portfolios au long cours avec une mise en valeur du travail photographique. Souvent on a tendance, et c'est le cas dans plein de choses, mais dans la photo de sport, la photo elle est une sorte de je dirais pas qu'elle est accessoire, mais elle est un complément du texte, elle est un complément de l'histoire. L'équipe magazine propose souvent de mettre en valeur plus la photo que le texte. Et ça, c'est assez rare. Et ça, c'est une vraie signature du magazine L'équipe qu'on trouve, qui est un supplément, qu'on trouve que les week-ends et qui raconte souvent, comme tu le disais, des histoires à côté du sport. Ça peut être même sur les sports paralympiques, enfin toutes sortes de sports, des petites histoires dans la grande histoire, etc.
Et notamment beaucoup Franck Séguin, c'est vrai. Alors la photographie de sport, c'est une discipline qui fait rêver beaucoup de gens, beaucoup de jeunes photographes. Tu me racontais quand on a préparé cette émission que tu avais fait ce choix de te spécialiser dans un domaine en particulier, là en l'occurrence l'ultra trail. C'est ça un peu le conseil que tu peux donner à un jeune photographe de sport qui aimerait sortir un peu du lot, si on peut dire ça comme ça? Oui, alors je conseillerais de faire ce choix-là. Moi, j'ai presque pas l'impression d'avoir fait un choix, c'est-à-dire que ça m'est un peu arrivé par accident et j'ai réalisé a posteriori ce que ça pouvait être utile quand on est photographe, d'être à un moment donné, de s'être spécialisé, de se contenter peut-être d'un domaine. Alors ça peut peut-être frustrer des gens, mais moi, fort heureusement, en rencontrant l'Ultra Trail, j'ai rencontré quelque chose très riche, avec plein de possibilités de voyages, de lieux différents, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un jeune photographe d'exister dans un domaine précis plutôt que de évidemment vouloir faire un peu tout, parce que voilà, notre œil, notre intérêt est bien plus vaste que ça. Moi, évidemment, il y a plein d'autres choses dans la vie qui m'intéressent, mais dans la photo, c'est sûr que s'être arrêté quelque part, c'est ça qui permet aussi voilà, d'être à un moment donné identifié, reconnu, et d'avoir un peu plus facilement peut-être aussi du boulot. C'est sûr que c'est un conseil que je donne à tous les jeunes photographes. Et pour se lancer, est-ce qu'il faut se limiter à la photo, ou aux jeunes générations, tu dirais désormais la vidéo est devenue incontournable? Toi-même d'ailleurs, tu en es l'exemple. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui voudraient se lancer, d'embrasser les deux médias? Je sais pas. C'est-à-dire que si... en fait, c'est pas vraiment possible de faire les deux en même temps. Et ça, c'est quelque chose, des fois on nous le demande, et moi, je refuse maintenant. Alors, on dit qu'avec les définitions vidéo actuelles, notamment la 8K sur un EOS R5, on peut extraire des images de 30 millions de pixels, et du coup, capter un 100 mètres deviendra absolument possible. En plus, il n'y a plus de rolling shutter, donc on pourra extraire une image haute définition d'une séquence vidéo. C'est vrai, mais c'est vrai que l'outil le permet. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que autant de personnes sont polyvalentes et font les deux. Au même moment, moi je trouve difficile d'arriver à concilier les deux, parce que c'est pas pareil dans la construction du cadre, en fait, notre esprit, pour moi, il fonctionne pas pareil quand on fait des photos et quand on filme. Et c'est hyper intéressant d'avoir un outil qui permet de faire les deux à des moments différents. Et donc, moi, je pense que c'est hyper intéressant pour un jeune photographe d'être capable aussi de filmer, parce que c'est sûr que c'est quelque chose de très complémentaire. Mais il faut savoir aussi avoir l'exigence de l'un et de l'autre, et d'être capable de savoir très bien faire l'un ou l'autre, plutôt que de faire un peu les deux. Ouais, c'est ce que je conseillerais, quand même de garder une exigence, quoi. Je suis totalement d'accord, surtout que beaucoup de grands réalisateurs ont d'abord été de grands photographes, et l'éducation de l'œil se fait souvent sur la prise de vue fixe avant qu'elle soit animée. Petite parenthèse. Alors, Alexis, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de ta technique de photographe et du matériel que tu utilises. Alors, j'ai cru comprendre que tu es un utilisateur de la première heure de boîtier Canon, que tu es tombé dans la marmite Canon quand tu étais petit, et que tu as commencé avec un réflexe numérique, le célèbre EOS 400D. Tu peux un peu nous raconter du coup ton rapport au matos, et un peu voilà les boîtiers par lesquels t'es passé? Est-ce que maintenant tu travailles à l'EOS R5? Oui, donc en effet, mon premier boîtier, alors j'ai pas vraiment l'histoire des fois classique des photographes qui ont eu un appareil depuis tout petit, etc. Voilà, ce roman un peu initiatique, il est pas comme ça, il est un peu à contre-courant pour moi. On m'a offert un appareil photo, j'avais, je sais pas, peut-être 22, 23 ans. Donc voilà, un premier Canon. Et
j'ai tout de suite quand même eu une certaine relation, je dirais. J'ai tout de suite compris un peu comment l'outil allait fonctionner et ça a été pour moi hyper intéressant d'avoir avec le numérique cette possibilité de tout de suite comprendre le résultat de mes choix. Sans trop savoir pourquoi, j'ai tout de suite décidé de travailler en manuel et évidemment c'est la meilleure des écoles avec un numérique. Si on arrive un peu à être curieux du résultat, on peut apprendre la photo assez simplement. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris la photo avec un premier réflexe numérique. Et puis tout à l'heure, Arthur, tu racontais donc voilà ce voyage que j'ai fait au Proche-Orient qui est assez avec un peu le virage de mon rapport à la photographie. Juste avant de partir, j'avais acheté donc un Canon 5D, la première génération de premier format numérique abordable, on va dire. Voilà, donc j'avais acheté ce boîtier-là. Je me souviens, on m'avait conseillé, un photographe m'avait conseillé un 24 mm. Donc je suis parti avec le 24 mm de 1.4 qui était encore aujourd'hui un objectif que j'adore. Et donc je suis parti voilà comme ça. Et c'est vrai que c'est dans ce voyage-là que mon histoire avec la photographie a réellement commencé. C'était la première fois que je partais à l'étranger, un peu comme ça, un peu tout seul, et un peu mon interface avec ce monde étranger, ça a été la photographie, ça a été ma manière de communiquer avec voilà quelque chose qui m'était complètement étranger. Et après ça, donc voilà, Canon 5D, j'ai épuisé chacune des générations. T'es passé sur la série 1D ou pas? Non, je suis toujours resté avec le 5D, donc j'ai eu le 1, le 2, le 3, le 4. Et puis là, depuis maintenant peut-être 1 an, je suis donc passé au R5. Il m'a fallu une petite phase d'adaptation. Parce que c'est vrai que... la visée électronique, c'est quoi qui t'a le plus perturbé? Non, je dirais c'est pour avoir toujours été très fidèle au même boîtier, aux mêmes optiques, etc. Je pense que c'est ça aussi un peu le savoir-faire du photographe, c'est de connaître son matériel, d'avoir une sorte de croyance, de foi dans le résultat, dans les attentes, confiance. Voilà, qu'on peut avoir. Et ça, moi, c'est quelque chose c'est pour ça que je suis resté aussi fidèle au même boîtier. C'est parce que quand je suis sur le terrain, j'ai besoin c'est presque un peu un lien magique entre voilà, je sais ce qui va se passer, quand je vais développer les photos, etc. Et c'est sûr que quand on change de manière voilà d'un outil aussi différent avec peut-être le R5, il m'a fallu un peu de temps pour renouveler cette espèce de lien qui se passe entre l'objet et l'image. Il m'a fallu quelques semaines et maintenant je suis quasiment incapable je suis incapable de faire marche arrière. Au début, je surexposais un peu mes images. Mais ma gestion de l'ombre était pas exactement celle dont j'avais l'habitude. Et en fait, très vite, j'ai pris le pli. Et aujourd'hui, je fais des choses que j'arrivais pas à faire avec le dernier Mark IV. Oui, les 5D chez Canon, c'est plutôt une écriture, en ce qui te concerne, même dans le domaine de la photo de sport, plutôt documentaire. Si on veut de la rafale, on va sur les 1D, on va sur des appareils APS-C, etc. Donc le R5 s'inscrit dans cette continuité, mais lui a des rafales phénoménales à 20 images par seconde. Alors puisqu'on parle un peu de technique, est-ce que ça a changé ton utilisation aussi sur le terrain? Est-ce que tu te laisses tenter par ces rafales de folie ou tu gardes vraiment cet œil plutôt long, documentaire? Un peu les deux. J'ai toujours utilisé la rafale parce que moi, je photographie beaucoup d'actions quand même. Et je photographie les gens qui courent. Et la mécanique de la course à pied, c'est quelque chose d'un peu ingrat. C'est-à-dire que en un fragment de seconde, on peut avoir un œil fermé, une jambe qui part d'un côté, etc. Et donc, souvent, moi, je construis beaucoup mes images. Voilà, je trouve un lieu, je construis mon cadre. Et après, j'attends. Et j'attends longtemps de voir quelqu'un arriver sur le sentier. C'est comme ça que je fais mes photos. Et c'est vrai que j'utilise la rafale dans le moment précis
où j'ai enfin quelqu'un qui arrive à l'endroit sur le morceau de chemin voilà que j'ai décidé de photographier. Je vais faire un coup de rafale parce que exactement la même image sera pas la même si voilà il y a un bras qui part un peu en vrac. Et donc ouais non, la rafale c'est quelque chose de très utile pour moi et d'ailleurs aussi de manière enfin, sur la partie un peu plus documentaire, c'est moi j'aime bien photographier des gros plans sur des émotions et en fait on a envie d'avoir exactement la bonne justesse quoi là-dessus, et donc j'utilise le mode rafale. Et le choix du R5, c'était aussi pour ses capacités en vidéo ou pas du tout? Oui, c'est vrai que moi j'ai toujours filmé avec mes boîtiers photo, donc je j'utilise pas d'autres caméras quand je filme, et je fais quand même aujourd'hui je pense que j'ai fait 8 ou 9 films, j'ai fait pas mal de documentaires différents, de formats différents, etc. J'ai toujours filmé moi-même avec mes propres boîtiers, donc depuis, je pense que mon premier film c'était avec le Mark II, il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que oui, le R5, je l'ai aussi choisi pour la vidéo, parce que c'est vrai que, et là je l'ai utilisé notamment l'année dernière sur plusieurs projets. C'est un boîtier qui alors a déjà la chance enfin moi j'ai la chance de pouvoir l'utiliser avec tout le parc optique que j'ai, et aujourd'hui je trouve que ses capacités de focus en vidéo sont assez bluffants, et au-delà de ça, je trouve que sa stabilisation est vraiment hyper riche, et ouais non, c'est un très bon boîtier vidéo. Et qu'est-ce que ça t'apporte, la haute définition? Parce qu'on voit dans tes productions souvent des zoomings dans les images, en fait. On plonge dans les images, c'est un peu un effet Ken Burns. Est-ce que ça t'aide, la haute définition, à ce niveau-là, ou est-ce que tu recadres tes images, d'ailleurs, si la focale est trop courte ou... Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup me déplacer. Et donc, j'ai plutôt tendance à me dire, à faire confiance à mes capacités de mes petites jambes pour plutôt que de rester au même endroit et de recadrer après. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le R5, je sais que je vais pouvoir recadrer l'image beaucoup plus qu'avant. Et il y a des moments où enfin, j'utilise ça. C'est sûr que ça, c'est devenu un nouveau paramètre. Je vais peut-être me donner un peu de largeur sur mon cadre en me disant que je pourrais après intervenir. Et ça, c'est sûr que la définition maintenant là du capteur a élargi ça, et aussi moi je n'utilise pas parce que c'est trop lourd, je n'utilise pas de gros téléobjectifs. Alors justement, décris-nous ton sac photo. Tu as parlé de 12 kilos tout à l'heure. Un sac de 12 kilos, il y a quoi dedans? Côté hybride, c'est pas vraiment l'idée là, hein. En fait, déjà, c'est un gros sac parce que je photographie principalement en montagne. Donc j'ai besoin d'un sac où il y a du matériel photo, mais aussi dans lequel il y a à boire, à manger, des couches j'ai dit des couches, hein, oui, on a compris. C'est des vêtements, dans le contexte ultra trail. Non, mais c'est des vêtements pour le froid, des gros gants, des choses comme ça. Donc il y a quand même tout un matériel qui n'est pas directement photographique. Et après, moi, je travaille toujours avec 2 boîtiers. Ça m'arrive jamais de partir avec un seul. En Classiquement, cas de panne, ou c'est pour vraiment les utiliser tous les deux en même temps? c'est parce que j'utilise les deux en même temps. C'est-à-dire, il m'arrive des fois d'être, je sais pas, au sommet d'une montagne, d'avoir à quelques mètres posé un des boîtiers, et en fait d'avoir presque une sorte de danse où je sais que à un instant précis quelqu'un va arriver, je vais faire une photo avec le premier boîtier. À un moment donné, je vais le poser, je vais aller prendre l'autre, et les 2 cadres sont déjà construits. J'utilise les deux. Souvent, voilà, j'ai les deux et j'ai presque un dans chaque main, et en une fraction de seconde, je vais changer de cadre et je vais faire une autre photo. Et voilà, l'idée d'avoir 2 boîtiers pour moi, c'est d'avoir 2 optiques très différentes, de monter dessus et de pouvoir alterner. Et donc du coup, classiquement, je pars avec un grand angle. En journée, ça va être un 16-35.
Et puis sur l'autre boîtier, ça va être un 70-200. Ça, c'est un peu mes fétiches habituels. Alors ça, c'est les focales qu'on trouve en monture EF. Ça veut dire que tu utilises une bague, tu as gardé tes anciennes optiques ou tu as investi dans les montures RF? Alors là, je suis en phase de transition, donc j'ai un peu les deux. Parce que c'est le 15, on trouve désormais, c'est plus un 16-35, c'est un 15-35 f2.8. Donc là, pour l'instant, j'ai encore le 16-35, j'ai encore un 70-200 EF, j'ai en revanche maintenant un 50, j'ai aussi acheté là, le 100 macro là récemment. Et c'est vrai que donc voilà, classiquement j'ai ces deux objectifs là pour la journée, donc avec des ouvertures à 2.8. J'ai aussi toujours des objectifs plus lumineux, notamment pour la forêt, pour la nuit, pour les moments de luminosité un peu moins importante. Et donc tu pousses les ISO jusqu'où? Alors maintenant j'ai tendance à j'ai toujours eu tendance à être un peu conservateur là-dessus, donc je montais jamais trop. J'avoue que 3200 pendant longtemps c'était un peu ma limite, parce que aussi c'est une histoire après d'esthétique, de rendu, etc. Maintenant là je monte facilement au-delà de 5000, mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à un peu rester au plus bas possible en toutes circonstances. Et non, du coup, juste pour les objectifs, donc j'ai 5-6 objectifs toujours, et donc un 24 mm, un 50 mm, un 85 mm, et des fois même là, donc un objectif macro quand je veux aller faire des détails. Donc des fois, voilà, 6 objectifs. Ça veut dire que t'hésites pas à changer, à manipuler dans des conditions qui ont l'air parfois assez dantesques. Ah ouais, moi en fait, j'ai jamais eu de problème. Avec mon matériel, sous la pluie, sous la neige, dans le froid, ça te fait pas dans peur la le capteur à Florent? Alors il y a un rideau quand on change l'optique sur le R5, mais moi je change des objectifs en permanence, n'importe où. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis toujours resté avec ces Mark IV, la LR5, etc. J'ai assez confiance dans la robustesse de ces boîtiers. Je les ai fait des fois tomber, je les ai mis dans des températures extrêmes, voilà. J'ai jamais eu de problème. Donc peut-être il faut que je touche du bois en disant ça, mais non, mais c'est vrai que c'est aussi pour moi assez important, et c'est d'ailleurs, on le voit beaucoup dans la photo outdoor. Certains constructeurs qui ont fait des boîtiers voilà, beaucoup plus légers, plus petits, etc. Et avec des fiches techniques très intéressantes, sont pas toujours des boîtiers aussi robustes. Et donc voilà, moi je me pose pas de questions si dans mon sac ça va taper un peu, etc. Je peux des fois tomber, etc. Il faut que ça soit solide. Alors, je te propose qu'on revienne un peu maintenant sur ton histoire avec cette course, la Barclay, qui a donc commencé en 2017 en ce qui te concerne, avec un premier reportage photo qui s'est suivi d'un premier film documentaire, un beau livre et enfin un second film documentaire. Donc ces projets, tu les as menés avec Aurélien Delfosse, qui est grand reporter et chef de service de l'équipe Explore. Il nous raconte la genèse de votre premier film, La Barclay sans limite. On l'écoute. Alors, c'est 2 documentaires qui sont sur la plateforme L'Équipe Explore, qui est donc l'espace réservé aux abonnés sur l'équipe, et où on concentre du grand reportage interactif, des podcasts, des documentaires. Donc, en fait, tout ce qui va être narration un peu plus poussée, un peu plus longue, long récit, enquête également assez recherchée, etc. La Barclay sans pitié, elle naît de 2 choses. Déjà d'un reportage photo d'Alexis qui était pour moi quasiment plus cinématographique que photographique. En fait, il a une grande qualité, Alexis, c'est que en fait, il a le sens de la narration. Et ce n'est pas un photographe qui fige, mais c'est un photographe qui donne du mouvement, en tout cas à mon sens, et qui restitue les coureurs dans un cadre aussi plus général, pas seulement dans celui de la course. Ce qui fait que, en fait, au travers de ces photos, on avait déjà le déroulé d'un film, il y avait le scénario, si tu veux. Et en voyant ces photos, moi, j'ai vu directement une espèce de film.
Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que moi, j'avais à cœur à l'équipe Explore, ça faisait plusieurs années que je faisais du documentaire et je cherchais un reportage photographique justement à animer et cette espèce d'alliage comme ça entre ces photos et puis l'ambition que j'avais au fond de moi d'essayer de faire un film avec des photos sans images a fait que tout était réuni pour qu'on puisse faire ce projet. Donc ça, c'est le documentaire La Barclay sans pitié, hein, donc un diaporama un petit peu animé fait à partir de tes images. Et après ça, vous avez fait Les Finisseurs, un beau livre et un film. Et tu m'as expliqué que le film, c'est une adaptation du beau livre. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu du coup ce projet-là, Les Finisseurs, qui a l'air complet pour le coup? Ouais, alors bon, ce qui s'est passé donc la première fois, donc Aurélien là parle donc de photos, c'est la première Barclay que j'ai couvert, c'était en 2017 et cette année-là, c'est la dernière où on a vu quelqu'un terminer la course, donc ce qu'on appelle un finisseur. Et pour le film, on était allé le rencontrer chez lui à Washington. On était dans le sous-sol de sa maison et on était face à quelqu'un qui nous a impressionné. Qui nous a marqué une sorte de limpidité dans les images, dans les mots utilisés, dans sa manière de raconter. Et en fait, c'est lui qui finalement a été un peu à l'origine du reste, c'est-à-dire que après le film, donc on a fait La Barclay sans pitié, qui a été diffusé un peu partout à l'international. On a eu des prix, etc. et tout. Et on avait cette espèce d'idée de vraiment la Barclay. Il y aurait un livre à faire sur cette course. Il y a tellement de choses. Et puis ce John Kelly, c'est son nom. Il nous a mis sur la piste de cette liste un peu mystérieuse des finisseurs de la Barclay. Ils sont que 15. Et ça, c'est comme ça qu'on a décidé de raconter la Barclay pour le livre. On s'est dit, voilà, notre angle, ça va être ça va être d'essayer d'aller les retrouver. Et donc on a décidé de les recontacter. On a eu finalement pas trop de mal à récupérer les emails et à expliquer notre projet. On leur a dit voilà, nous on veut venir taper à votre porte, on va s'asseoir en face de vous et vous allez nous raconter votre histoire. Et par chance ils ont dit oui. Et donc on a construit un voyage un peu fou sur un mois et quelques semaines, 5 semaines. On a traversé les États-Unis, on est allé rencontrer chez eux chacun de ces finisseurs. Il faut savoir que certains ils ont terminé la Barclay il y a une vingtaine d'années. Il y en a un qui a 70 ans. Ils ont leur vie. Il y a un ambulancier. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Tout à l'heure, Benjamin t'en parlait. C'est des gens qui sont des personnages qui nous ont fait voyager aussi dans une certaine. C'est un voyage américain. C'est un road trip. C'est surtout la rencontre de personnages qui sont pas du tout les habituels athlètes qu'on peut croiser dans le sport. C'est pas des tout à l'heure t'as parlé de surhommes, etc. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a des femmes d'ailleurs? Non, qui ont fini. Pour l'instant, il y a pas de femmes. C'est un sujet qu'on aborde évidemment dans le livre pour essayer de le comprendre. Il y a pas mal d'explications. Une des explications, elle est un peu statistique parce que pendant longtemps, il y avait assez peu de femmes qui prenaient le départ de la course. Aussi parce que l'organisateur lui-même, c'est lui qui sélectionne, il sélectionnait peu de femmes. Peut-être aussi peu de femmes avaient envie de faire cette course. Et donc aujourd'hui, on attend, et on avait d'ailleurs des espoirs cette année que peut-être la prochaine sur la liste serait une femme. Et donc, non, pas de femme encore. Et est-ce qu'il y a des finisseurs qui retentent de le finir à nouveau? Alors, ça arrive, c'est assez minoritaire finalement. Souvent, c'est l'accomplissement un peu final pour eux. On le voit sur les docus, hein, on voit toute l'émotion quand ils touchent la barre à la fin. Enfin, c'est absolument dingue. Ouais, c'est vrai. Et puis pour pas mal d'entre eux, ça a été un aboutissement. Mais quelque chose, ils ont refermé un peu cette page-là.
on est allé à la rencontre de certains. Je pense à l'un d'eux. Il est ambulancier dans le Colorado. Quand on est arrivé chez lui, il nous a dit hier, j'ai dû dire à mes collègues qu'il y avait 2 Français qui venaient me voir et ils m'ont dit mais pourquoi ils viennent t'interviewer, etc. Et je leur ai dit, vous savez, la Barclay, cette course, en fait, il avait jamais même parlé à ses collègues du fait qu'il est un des 15 finisseurs de la Barclay. Ça montre aussi un peu le type de personnages qu'on a pu rencontrer. C'est pas un monde de vainqueurs là. Il y a pas cette notion à la Barclay. C'est quelque chose qu'on garde un peu pour soi. C'est un accomplissement qui est pas un trophée narcissique. C'est aussi ça qui nous a plu. Et du coup, donc tous ces projets là que vous avez menés autour de cette course, est-ce qu'ils ont rencontré leur public? Alors tu me dis qu'avec le premier documentaire, vous avez reçu des prix. J'ai cru comprendre que le livre allait être proposé en anglais dans une maison d'édition assez prestigieuse aux États-Unis. Alors en fait, le livre en anglais, il est sorti il y a quelques semaines, mi-février. Et en effet, on a le privilège que l'éditeur de la version anglaise, c'est Thames & Hudson. C'est un des grands éditeurs de beaux livres qui, du coup, s'est aventuré un peu dans l'ultra trail pour la première fois. Donc c'est vrai que ça, c'est pour nous vraiment voilà un honneur. Le livre vient d'être fini de traduire en italien, donc il va sortir dans quelques mois en italien. Récemment, on a eu un contact avec des Japonais qui voudraient aussi peut-être traduire le livre. Donc, c'est sûr que le livre, la Barclay étant quand même voilà dans le monde de l'ultra trail quelque chose que beaucoup de monde observe. Voilà, c'est cet objet un peu fascinant. À la fois, il y a plein de films, et en même temps, il y a plein de mystères aussi. Et donc, le livre vient répondre un peu à pas mal de ces mystères. Et donc, oui, il a trouvé un public déjà dans la version française qui est toujours en librairie et qui c'est vrai, a occasionné voilà pas mal de retours assez positifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ce livre a été initialement réalisé par les éditions Mons, qui sont ta propre maison d'édition que tu as montée en 2018. Alors, avec cette maison d'édition, tu ne fais pas que tes propres projets de livres, tu travailles avec d'autres photographes. L'un de tes derniers projets, c'est le livre Turbulence sur le travail de Ben Thouars. Il nous raconte comment et pourquoi vous avez travaillé ensemble. On l'écoute. Alexis, donc évidemment avant tout photographe talentueux dans un autre environnement que le mien, puisque lui c'est plus la montagne, mais moi je l'ai rencontré parce qu'on exposait dans la même galerie chez Jean-Denis Walter et j'avais remarqué son travail, toujours avec des super compositions et tout ça. J'avais vraiment apprécié ça, et puis j'ai découvert aussi son travail en tant que qu'éditeur avec ces quelques livres que j'avais pu voir là-bas, et ça m'a tout de suite plu. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré pour Turbulence, pour ce deuxième livre. Je cherchais quelqu'un justement qui puisse me faire la mise en page de mon livre, qui est un regard extérieur sur mon travail. Et finalement, Alexis a été la personne rêvée pour faire ça, puisque il est très professionnel, très pointu dans ses réflexions. Il sait l'expliquer. Et en même temps, voilà, moi, il m'a apporté ce regard extérieur, et en même temps, il est resté ouvert à mes remarques, à mes idées. Voilà, on a su partager un peu nos visions, ce qui a permis de faire naître Turbulence, justement. Donc voilà, pour moi, Alexis, c'est quelqu'un de très respectueux du travail des autres, très passionné dans ce qu'il fait, et voilà. Pour ma part, avoir travaillé avec lui, c'était vraiment ce que je recherchais, et je pouvais pas rêver mieux. Alors pourquoi finalement t'as monté ta propre maison d'édition? C'est quand même pas banal, ça. Je vais répondre. Je me permets juste de remercier Ben, parce que c'était en fait surtout pour moi un privilège de travailler avec lui, qui est un photographe immense. Moi, je pense le meilleur photographe de surf du monde, qui vit au cœur de la vague, qui était au Puo à Tahiti. Voilà, donc il est sur le spot. C'était vraiment une expérience
extrêmement riche pour moi de pouvoir discuter, de l'aider à construire son livre. Et en fait, c'est une des raisons. La maison d'édition, c'est au fond un outil pour pouvoir à la fois faire des livres comme Les Finisseurs, c'est-à-dire des objets, des ovnis dans lesquels il y a une liberté incroyable de pouvoir tout décider. Donc l'idée de la maison d'édition, c'était de pouvoir faire des livres comme Les Finisseurs, dans lequel voilà, je pouvais être le photographe ou l'auteur, etc. Et avoir un champ des possibles un peu absolu. Et aussi pouvoir faire des rencontres avec des photographes et proposer à des photographes ou des auteurs une expérience un peu similaire, c'est-à-dire et alors je suis pas en train de dire que les autres maisons d'édition font pas ça, mais avec Ben, l'idée par exemple, c'était de dire que ça allait pas être l'envoi d'un gros dossier avec ses photos, on fait une mise en page et puis deux, trois fois il peut donner son avis. L'idée c'était de tout penser ensemble, un peu voilà, c'était de pouvoir tout penser ensemble, de pouvoir poser à plat qu'est-ce que c'est un livre, comment on construit cet editing très particulier qui n'est pas non plus celui d'une série classique, etc. C'est une écriture à part entière dans laquelle on a plein de choses à décider, le papier, le format, le rythme, est-ce qu'il y a des textes, où sont les textes, comment on habille un peu un matériel photo. Et donc c'était ça l'autre motivation d'avoir cette maison d'édition. Pareil, c'est évidemment pas quelque chose que je fais tout seul. Frédéric, mon frère, est à l'origine de la maison d'édition, et moi on va dire que j'accompagne surtout la partie photo, visuelle, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et ouais, avoir une maison d'édition, c'est beaucoup de travail, mais ça permet de poursuivre des objectifs un peu à long terme. C'est vrai que moi, quand je fais de la photo, quand je vais sur une course, quand je fais un voyage, je sais pour qui je fais les photos dans l'immédiat. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'avoir cette espèce de vision un peu à long terme de finalement, j'entretiens une sorte d'arrière-chambre où mes photos vont trouver une place et qui peut-être un jour, ça sera un livre ou sera quelque chose comme ça. Et une logique de série qui est un peu différente de l'urgence habituelle de voilà, on doit faire une commande pour un magazine, on fait quelque chose de très précis, de contraint par un temps et un espace. Et depuis que je fais de la photo, surtout depuis que je fais de la photo en ultra-trail, j'ai toujours cette idée un peu de construire oui, je disais une arrière-chambre, je sais pas comment trop l'appeler, mais en tout cas un espace où des photos de lieux très différents et d'atmosphères très différentes vont peut-être un jour trouver un agencement et une logique d'ensemble. Bon, écoute, Alexis, c'est passionnant de discuter avec toi. On a le chronomètre qui s'emballe. On n'a pas 60 heures pour rester au coin du feu avec toi, comme pour finir la Barclay. Je vais devoir donc mettre un terme à cette discussion. Mais avant de passer au débrief, on a une annonce à faire pour nos auditeurs, puisque on met en place un petit concours avec notre partenaire, le laboratoire Whitewall, à l'occasion de ta venue ici dans Faut pas pousser les ISO. Alors tu as l'extrême gentillesse et la grande générosité d'offrir à l'un de nos auditeurs un tirage d'art, donc, d'une de tes photos. Pas de NFT ici, bien entendu, on parle bien d'un tirage papier. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle photo tu as décidé d'offrir et nous faire saliver un peu d'envie en nous racontant ce qu'on va pouvoir y voir sur cette photo? Oui, alors c'est une photo relativement récente qui date de l'année dernière. C'est un crépuscule dans le massif de l'Estérel, c'est pas très loin de Cannes. Et voilà, c'est assez... on va dire classique pour moi. On voit une silhouette d'un coureur sur une arête rocheuse dans une lumière comme ça, très un crépuscule doré, comme
comme il y en a parfois dans ce genre de région là, le massif de l'Estérel donc, et voilà, il y a des volumes montagneux en arrière-plan, tout est baigné comme ça par une lueur dorée, et c'est une image, voilà, c'est vraiment le type d'image que je recherche. Tout à l'heure, on parlait du cinéma et des inspirations. C'est vrai que voilà, je sais pas, pour moi, il y a un peu du Dune ou des choses comme ça. On est en couleur donc. Ouais, on est en couleur là. On est dans ce genre de couleur là qui, en fait, si je vous avais pas dit que c'était un massif du sud de la France, vous auriez pu avoir des hypothèses bien exotiques. En fait, comme souvent, pas loin de chez nous, il y a des paysages et des. Il y a un Colorado dans le Luberon. Exactement. Alors bien entendu, c'est le laboratoire Whitewall qui aura la lourde responsabilité de réaliser ce tirage d'art que nous allons mettre en jeu, mais c'est toi qui as décidé et du format et du procédé et du papier qui va être utilisé. Qu'est-ce que tu as choisi comme option ? Alors j'ai choisi, il y avait vraiment l'embarras du choix, j'ai opté pour un cadre vitrine avec un tirage alu Dibond flottant. C'est vrai que j'aime beaucoup les cadres noirs, les caisses américaines. C'est quelque chose que j'apprécie, et voilà, c'est souvent vers là que je me dirige. Là, je trouvais vraiment intéressante il y a une idée de volume et de profondeur avec cet encadrement en particulier qui, je pense, va faire ressortir les volumes et la profondeur qu'on peut trouver dans cette image-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat, et je suis presque un peu jaloux d'imaginer cette pièce. Quel format, du coup ? Alors je pense que on va être sur du 90-60. Ok, donc un beau tirage. Super, génial. Bon écoutez, si vous en avez envie, vous pouvez. Je suis intéressé, on peut participer. Non, Benjamin, ce n'est pas pour toi, c'est pour les auditeurs. Donc si vous avez envie de gagner ce très beau tirage d'art qui sera signé évidemment de ta main, Alexis, et réalisé par le laboratoire Whitewall, c'est très simple. Une fois de plus, ça se passe sur notre compte Instagram. Dans un premier temps, il faut évidemment nous suivre, faut pas pousser les ISO, suivre également le compte de Whitewall, Whitewall_lab. Évidemment toi, Alexis _Berg. Et dans un deuxième temps, répondre en commentaire du post qui annonce ce petit concours à la question suivante. Combien de finisseurs il y a eu à l'édition 2022 de la Barclay ? Vous avez évidemment la réponse dans cette émission. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le lauréat. Vous avez jusqu'au 30 mars minuit pour tenter votre chance, et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver toutes les informations du concours sur notre site faut pas pousser les ISO.com. Voilà, c'est bon, on passe au débrief. Nous sommes toujours avec le photographe, vidéaste, réalisateur, auteur Alexis Berg pour cette grande émission Au coin du feu. Dans le débrief, Alexis, on va essayer de réaliser en quelque sorte ton portrait robot en quelques minutes. Avec une série de questions extrêmement précises. Alexis, est-ce que tu peux te présenter pour commencer ? Eh bien, oui, je peux me présenter. Je suis photographe, surtout photographe, un peu réalisateur, un peu auteur. Et je me suis spécialisé dans les photos d'ultra trail depuis une petite dizaine d'années. Et donc, c'est ces univers-là de courses en milieu naturel, en montagne, qui sont maintenant, voilà, qui peuplent mes photos. Et pourquoi tu t'es spécialisé dans cette discipline en particulier ? Alors, je me suis spécialisé un peu par hasard, au début un peu par accident. J'ai suivi mon frère sur une course, j'ai fait des photos, et puis très vite, j'ai trouvé dans ces montagnes, dans ces concurrents qui allaient affronter comme ça le jour, la nuit, les éléments, quelque chose de très riche photographiquement, et quelque chose de très agréable à vivre pour moi avec mon regard. Et donc toutes ces journées en montagne, ça m'a attiré, captivé, et aujourd'hui c'est mon métier
d'aller passer des journées en montagne à attendre l'arrivée des coureurs et des coureuses. Alors en 2017, tu t'es intéressé à une course légendaire qui s'appelle la Barclay. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cet événement est si extraordinaire ? La Barclay, c'est une anomalie dans ce sport qu'on appelle l'ultra trail. C'est une course qui dure 60 heures, qui est caractérisée par le fait que plein de fois, il y a personne qui la termine. Donc là, ça fait 5 ans que personne n'a réussi à terminer la Barclay. Depuis 86, il y a que 15 personnes qui sont allées au bout. Et c'est une course qui ressemble à aucune autre dans un coin du Tennessee. On attend les coureurs, comme votre émission, au coin du feu. On est là dans ce parc mystérieux à la fin de l'hiver. Il n'y a pas de feuilles, il y a de la brume. C'est vraiment un paysage très particulier qui, pour le photographe que je suis, est aussi vraiment intriguant et qui m'a toujours beaucoup attiré. Il n'arrive pas à le finir, précisons-le peut-être, parce qu'il y a un temps limité du coup. Et des distances complètement folles à parcourir, des dénivelés ahurissants aussi. Si on veut peut-être dire quelques chiffres, je crois que c'est à peu près 200 bornes, 20 000 mètres de dénivelé en 60 heures. Exactement, c'est donc 5 boucles qui font à peu près la distance d'un marathon. Alors des marathons, il y a des gens qui courent ça en 2 heures, mais la Barclay c'est 60 heures et pour la difficulté du défi, 60 heures c'est très souvent pas assez. Et ça prouve bien que voilà cette course et ce défi-là, il est vraiment hors norme. Il faut donc partir, traverser plusieurs nuits. Le départ est donné par l'organisateur qui allume une cigarette. On sait d'ailleurs pas 1 heure avant le départ à quelle heure ce sera. Ça peut être au milieu de la nuit, ça peut être au petit matin. Le parcours lui-même est révélé que la veille. Il y a plein de paramètres. C'est un jeu. Les gens qui échouent ont droit à un son de trompette. Ouais, voilà. C'est solennel. C'est vrai que voilà, il y a plein de rituels qui font que c'est autre chose que juste une course à pied. C'est d'ailleurs pour ça que moi ça m'a autant intéressé. La Barclay, si c'était juste un événement sportif, je pense pas que j'aurais autant suivi, photographié, écrit sur cette course. Non, il s'y passe plein de choses, plein d'histoires et qui voilà font appel à voilà, il y a tout le côté très cinématographique du lieu comme on en parlait et voilà, c'est un endroit ouais, un peu unique. Qu'est-ce que tu as réalisé comme projet du coup autour de cette course ? Alors du coup, autour de la Barclay, après avoir fait un premier reportage photo pour un magazine américain, Esquire, en 2017, j'ai fait donc deux films documentaires co-réalisés toujours avec Aurélien Delfos, journaliste à l'équipe, et on a aussi fait surtout un livre, Les Finisseurs, pareil qu'on a écrit ensemble, qui raconte la Barclay par ceux qui ont réussi à craquer le code, ceux qui l'ont terminé, les finisseurs, les 15 finisseurs de la Barclay, voilà. Et alors du coup, pour faire ce livre, tu as monté ta propre maison d'édition, les éditions Mons. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer pourquoi ? Les éditions Mons ont été créées par mon frère en 2018 sur l'idée de pouvoir créer des livres originaux avec une liberté de création absolue. Et donc on a donc fait ce livre Les Finisseurs aux éditions Mons, mais aussi des livres de photographes comme celui de Ben Thouars, un photographe de montagne qui s'appelle Julien Lacroix aussi. C'est une maison d'édition toute petite, artisanale, mais qui essaie d'offrir à ses auteurs peut-être une liberté un peu différente de celle des grandes maisons qui souvent ont des catalogues et des contraintes différentes. Donc voilà, c'est un outil pour les auteurs. Dans notre grande conversation au coin du feu, on a évoqué en long en large le matériel photo que tu utilises. Est-ce que tu pourrais nous le citer de manière succincte ? Qu'est-ce qu'il y a dans ton sac photo de 12 kilos, on le rappelle ?
Donc il y a peut-être un peu moins maintenant que 12 kilos, maintenant que je suis passé au R5. Non, j'ai donc 2 boîtiers numériques, des Canon R5 et puis 5-6 objectifs qui vont voilà du grand angle au téléobjectif, des objectifs aussi un peu plus lumineux parce que la Barclay par exemple, on est dans des lumières, on est dans l'obscurité. Je fais beaucoup de photos la nuit aussi, donc j'utilise des objectifs à grande ouverture. Et puis, tu vas jusqu'à 1.2, le 50-1.2 par exemple? Oui, le 50-1.2. J'utilise beaucoup les objectifs à leur plus grande ouverture. J'ai tendance à presque toujours partir de là et puis remonter un petit peu, mais non, j'aime beaucoup les objectifs très lumineux. Alexis, est-ce que la photo de sport est un art? En tout cas, elle a sans doute une place dans le monde de l'art. C'est quelque chose de peut-être encore un peu en voie de développement, mais par exemple la galerie Jean-Denis Walter, qui est je pense aujourd'hui la seule galerie d'art spécialisée en photo de sport, prouve bien que la photo de sport peut avoir sa place en galerie. C'est mon cas, mais c'est le cas par exemple de Ben Thouars dont on parlait. Les photographes de sport ont beaucoup de demandes de tirage. Et donc je pense que ça démontre bien qu'il y a une place pour ce genre de photos qui en plus est souvent voilà les photographies de sport qui atteignent une qualification comme ça dans le monde de l'art. C'est d'ailleurs souvent que ce sont pas seulement des photos de sport, ce sont souvent des photos qui ont des esthétiques voilà très poussées, qui sont pas sportivo-sportive, si on veut les qualifier. Quel conseil tu donnerais à des photographes qui veulent se lancer dans la photo de sport? Je leur conseillerais sans doute de pas vouloir tout faire, de peut-être s'arrêter sur un sport ou deux, de s'arrêter sur peut-être un athlète ou une athlète, d'arriver à approfondir quelque chose pour ensuite pouvoir montrer voilà un résultat cohérent, construire un regard et une esthétique un peu homogène qui ensuite leur permettra d'être identifiés et aussi on fera appel à eux pour un regard singulier et non pas juste pour la capacité à faire des belles images, des belles photos. C'est aussi ça qui fait la différence assez vite quand on est un photographe, c'est d'avoir des gens, des clients, si on veut les appeler, qui font appel à nous pour notre regard, pour notre esthétique, pour nos images, pas juste parce que on est capable de faire des photos. Merci beaucoup Alexis pour toutes ces explications. Il est temps de passer à la dernière partie de cette magnifique émission avec le photographe Alexis Berg. On attaque le quiz. Je le rappelle, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de l'émission, à savoir toi. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Alexis, as-tu bien compris la consigne ? J'ai compris et j'ai un petit peu peur. Première question qui nous vient d'un dénommé Run and Travel World. Il se demande quelle est la photo que tu rêves de réaliser et que tu aimerais capturer. Ah, question difficile. La prochaine, j'ai toujours envie d'aller découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles courses, et donc celle que je rêve, c'est sans doute celle de courses que je connais pas encore, que je vais avoir la chance de découvrir dans les prochains mois. Donc celle du prochain voyage, peut-être du prochain sommet. Ce sera où ? Ça sera en Afrique du Sud, dans le Drakensberg. Parfait. Deuxième question qui nous vient d'un certain Thibaut Muraro. Thibaut se demande comment fais-tu pour ne pas rater ta mise au point sur le terrain ?
Alors là, alors il m'arrive comme tout le monde de rater ma mise au point. En revanche, moi j'ai tendance à faire ce que j'appelle débrayer, c'est-à-dire je fais mon point à l'avance, je passe en manuel, c'est-à-dire que voilà, ma mise au point ne bouge plus. Et c'est ce que je fais énormément en trail, parce que voilà, comme les coureurs, les coureuses, ils passent sur un chemin prédéfini et que mon cadre est prédéfini, je peux me permettre de faire le point avant, ce qui me permet d'avoir moins d'échecs. Parfait, très clair, merci beaucoup. 3e question qui nous vient d'un dénommé Alfred _Enduro. Alfred se demande, est-ce que ce serait pas un kiff de couvrir le trail aux Jeux Olympiques de Paris 2024 ? Alors, je crois que c'est de l'ordre de vraiment une hypothèse qui n'aura pas lieu, parce que le trail, il me semble, n'est pas encore rentré à Paris 2024. Peut-être aussi pour le bien, c'est-à-dire que c'est un sport qui, je crois, a la chance de pas forcément être complètement basculé dans comme les grands sports dans une industrie des événements, et donc voilà, moi les courses que j'adore, la Barclay, il y a 40 partants, il y a pas vraiment de public, et c'est ça qui fait son charme. 4e question qui nous vient d'un dénommé Jean-Thierry. Jean-Thierry se demande, qu'est-ce qui est le plus difficile à photographier, le trail ou le rugby ? Alors, je dirais le rugby, parce que le trail, pour moi, c'est devenu un peu plus facile avec le temps, avec l'habitude, avec voilà, les compétences qu'on acquiert avec voilà, la répétition des courses. Non, le rugby, j'aimerais beaucoup photographier le rugby, parce que c'est le sport que j'ai le plus pratiqué moi-même. J'espère que ça se présentera un jour. Il faut que j'achète un gros téléobjectif et que je toque à la porte d'un stade. Et il y a du monde autour des terrains, par contre. 5e et avant-dernière question qui nous vient d'une dénommée Sandrine _œil en place. Sandrine se demande, après la Barclay, c'est quoi le prochain grand projet ? Alors, il y a pas mal de projets en cours. C'est vrai que il y a ce livre qu'on avait fait il y a maintenant 7 ans, Grand Trail, qui sans doute a besoin d'une mise à jour. Donc, sans tout dévoiler, je pense que ça sera ça le prochain grand projet. Grand Trail, chapitre 2, coming soon. Moins de 30 secondes, bravo. Et enfin, dernière question, une question de mes soins, une question qui tue. Alexis, si tu avais dû choisir entre couvrir l'édition 2022 de la Barclay ou couvrir cet incroyable match de rugby qu'il y a eu dimanche dernier où la France a écrasé l'Angleterre, qu'est-ce que tu aurais choisi ? J'aurais choisi la Barclay, parce que je crois que le match de rugby, j'avais plutôt envie d'en être un spectateur confortablement assis dans une chaise avec un petit truc à boire et quelques amis pour profiter du spectacle. C'est vrai que quand on est photographe, on est au cœur de l'événement, mais on n'en profite pas toujours de la même manière. Donc pour le rugby, là, je choisis le rôle du spectateur simple. Merci beaucoup, Alexis. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Alexis, c'était un véritable plaisir, et je pèse mes mots, de t'avoir avec nous à nos micros aujourd'hui. Tu es quelqu'un de passionnant, avec une carrière passionnante, et on aurait pu passer 60 heures à t'écouter sans aucun problème. C'est bien de pas se mettre de limite de format, soit dit en passant. Non, mais le podcast permet ça, et c'est un vrai luxe, et c'est un vrai plaisir qu'on s'octroie à tous. Exactement. Quelles sont tes actualités en ce moment, Alexis, mis à part le film, les éditions dans d'autres langues du bouquin, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, c'est vrai que là, pour moi, c'est un peu la saison pleine. Il y a pas mal de courses, pas mal de voyages de prévus. Donc là, j'ai une course que j'ai jamais photographiée en Afrique du Sud qui arrive bientôt. Et puis cet été, plein de courses. Je vais retourner aux États-Unis, qui est un peu voilà le pays un peu fétiche où il y a un peu mes courses préférées. Donc une course qui s'appelle Hard Rock, qui a lieu mi-juillet. Et puis au milieu de ça, un projet de livre
comme j'en parlais un peu plus tôt, qui va venir un peu occuper les journées sans photo. Bon, écoute, en tout cas, merci beaucoup, Alexis, d'avoir été avec nous. La semaine prochaine, on va parler matos avec une émission dédiée aux hybrides et caméras équipées de capteurs au format micro 4 tiers. Nous recevrons pour l'occasion un ami, une voix connue de Faut pas pousser les ISO, le journaliste et photographe Bruno Labarbère, qui sera accompagné de Pierre-Yves Maître de DxOMark. Ils vont tous deux nous aider à y voir un peu plus clair sur les avantages et les inconvénients à utiliser des boîtiers équipés de petits capteurs micro 4 tiers. Merci à tous de nous avoir écoutés, prenez soin de vous et à la semaine prochaine. C'était Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes d'écoute, comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les ISO.